sur C8. On est toujours avec notre équipe de chroniqueurs, Maxime, Daniel, Marc, Magali, Ludivine, Sacha, Déborah, Damien et Florian qui nous a rejoints. Florian, vous connaissez. On s'est mis pas mal sur pattes cette année, on avait besoin de toi, Florian. Je suis là, toujours. Ah, toujours. On fait le Focus People, on a besoin Avec de toi. plaisir. Eh oui, on a décidé de revenir sur tous les gros dossiers People de cette année. Et il y en a eu des dossiers People. Oh là là. Eh ouais, donc on avait besoin de Florian pour revenir sur les clashs, notamment le premier clash. Lequel, à votre avis, quel a été le plus clash de l'année? On imagine. Alors, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Voilà, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Vous vous souvenez un petit peu du début de l'histoire? Florian, on a besoin de toi. On va refaire un peu l'histoire et savoir où on en est quand même aujourd'hui. Parce que ça a laissé des traces, cette histoire. Hein. Franchement, ça nous a animés pendant un mois. La machine à café, on parlait que de ça. Mais bon, on parlait que de ça, t'as raison, Daniel. Non, mais c'était un truc de dingue. Souvenez-vous, parce qu'on a des petites vidéos à l'appui, vous allez voir. Tout a commencé. Il y avait des rumeurs, souvenez-vous, qui circulaient sur deux femmes. On ne savait pas qui c'était au début. Hein. On ne savait pas trop qui c'était. Altercation, insultes, enfin voilà, il y a des bruits de couloir. Inès Reg avait alors fait la démarche. Elle s'exprimait en premier, voilà, sur Instagram. Et voilà ce qu'elle a dit. Regardez. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond, Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique et je dis excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son parce que du coup on ne s'entend pas. Ce à quoi il me répond ça vous fera pas de mal. Je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. À ce moment-là Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit « Écoute-moi bien, petite salope. » Je n'oublierai jamais. « Écoute-moi bien, petite salope. » Alors, on rigole parce que bon, franchement, Inès Reg, elle a un talent quand même. Bon, voilà, elle a le talent qu'on lui connaît, elle est humoriste. Hein, donc voilà. Première vidéo. Il se passe quoi? On va revenir sur les réponses après. Mais Florian, on est dans quel contexte? Elle sort cette vidéo. Elle a demandé son avis à personne. Ni à la production, ni à la TF1, rien. Déjà, Pascal, il faut quand même juste analyser la vidéo. C'est-à-dire que Inès Reg, elle s'est fait connaître en grande partie comme ça. C'est-à-dire grâce à Instagram, en faisant des petites vidéos, etc. Elle a une communauté énorme. Elle a 2,5 millions de gens qui la suivent et qui sont très fidèles. Donc elle ne fait pas ça pour rien. Elle fait ça parce qu'il y a eu un article du Parisien qui révèle qu'une plainte la concernant a été déposée par Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette quelques semaines plus tôt. Une main courante, j'ai dit. Plainte, une main courante. Et en fait, à ce moment-là, elle est en pleine imbroglio particulièrement compliqué parce qu'elle a appelé Natacha Saint-Pierre, elle a essayé d'arranger les choses, ça a été très compliqué, elle a cru que, puis finalement non. Et là, elle prend la parole sur les réseaux. Et on va y revenir, mais elle dit beaucoup de choses. Il y a notamment des accusations de racisme, etc. Voilà, ça a été particulièrement violent. Ouais. Donc à ce moment-là, cette vidéo, c'est ce qui met le plus le feu aux poudres et qui fait qu'après, il y a une team Natacha, une team Inès et que ça n'en finit pas. Mais direct. Et après, effectivement, donc elle refait une vidéo pour dire oui, c'est dégueulasse. En gros, tout ce que je prends dans la figure, c'est à cause de mes origines. Ça, j'ai pas eu. Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans, qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope, je voulais s'imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi. Ce qu'on est en train de dire de moi, alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Ça va être hyper dur, mais il va falloir le dire. Je suis l'arabe de cette histoire. Et je suis la nana du 93 de cette histoire. Alors, bon. Est-ce qu'elle va pas un peu trop loin, là, Inès Reg? Si, elle essaye de nous tirer les larmes et on revient sur l'esprit de communauté dont je vous parlais. C'est-à-dire que là, elle est dans une vraie comédie. Elle essaye de ramener tout le monde à sa cause parce qu'elle parle de racisme tout de suite. Elle parle de petite salope, une insulte. Ce qu'elle oublie de préciser à ce moment-là, c'est que c'était une blague, une mauvaise blague peut-être de la part de Natacha Saint-Pierre, mais c'était une blague qui faisait référence à sa participation à Pékin Express quelques années plus tôt où Valérie Trierweiler l'avait traitée de petite salope. Donc c'était de l'humour. C'est ça qui a fait que ça s'est très très mal fini entre les deux. Et elle ne joue que sur ce point sensible durant pratiquement toute sa vidéo pour se faire passer pour celle qui a été, pour l'agresseur agressé en fait, parce que c'est un petit peu ça. Et alors, elle est allée encore plus loin, elle expliquait également, et vous allez voir, effectivement, là aussi on a une vidéo, c'est qu'elle disait que Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette avaient eu peur parce que son équipe était composée de Noirs et d'Arabes. Elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue, j'avais peur que t'envoies des gens me casser les jambes. Elle me dit oui, mais c'est par rapport à ton équipe.
je suis entourée, mon équipe, mon manager c'est un noir, il est martiniquais, le gars qui me filme c'est un arabe, c'est un marocain. Et je dis la seule chose pour laquelle t'as eu peur, c'est parce que c'est des noirs et des arabes, c'est ça. Elle me dit non, c'est pas ça, mais j'ai eu peur, faut me comprendre. Et quand je rentrais chez moi, j'avais peur et tout. Et quand j'ai vu que tu faisais rien, ça m'a encore plus fait panique et je me suis dit, comme t'es une artiste TF1, en fait, tu continues à sourire et à faire genre que tout va bien parce que tu vas me dégager de l'émission. Bon, alors, ça aussi, ça n'avait pas plu. C'est hyper dangereux Daniel. parce que ça mettait une cible sur le dos de Natacha Saint-Pierre, en disant qu'elle était raciste et qu'elle avait peur des Noirs et des Arabes. Je trouve ça violent pour une altercation, pour une mauvaise blague. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort dans l'histoire. Moi, j'adore les deux, artistiquement parlant, mais ça, ce passage-là, je le C'est surtout cautionne pas, qu'elle est quoi. humoriste, donc elle aurait pu prendre la blague pour une blague. Ouais. Ouais, elle a mal réagi, Ah ouais, Florian. c'est humoriste. Oui, bah, en fait, non seulement elle a mal réagi, mais elle en a créé un problème de société. D'ailleurs, il y a la grande fondation Jean Jaurès qui s'en est emparée, qui a sorti une note à l'époque en disant que ça reflétait quelque chose de notre société, du clivage qu'il y avait entre les gens de quartier et les gens mieux nés, etc., comme Natacha Saint-Pierre, etc., que du coup, sur les réseaux sociaux, ça s'écharpait, s'insultait, se menaçait de mort à tout va, parce qu'après, ça a continué entre tous les protagonistes et pour ceux aussi qui prenaient parti. Donc ça aussi, c'était compliqué. Juste, je reviens sur ce qu'a dit Inès Reg concernant les accusations de racisme et le soi-disant rien du tout qu'elle aurait fait. Il faut rappeler quand même qu'Anthony Colette aussi a déposé une main courante et que lui aussi a validé la version de Natacha Saint-Pierre. Petite précision, Anthony Colette dépose sa main courante avant Natacha Saint-Pierre. Bien C'est une sûr. information qu'on n'avait pas, mais il le dépose avant. Donc il a été offusqué, choqué. Ah bah lui, c'est le plus choqué. Les propos qui ont été proférés contre lui de la part d'Inès Reg. Alors souvenez-vous, justement, dans TPMP, on avait eu accès en exclusivité aux mains courantes. La chanteuse raconte, alors là, on parle de Natacha Saint-Pierre, lors d'une répétition vers 18h30, Inès, accompagnée d'un cadreur et d'un journaliste, ont fait irruption dans la salle de danse où je me trouve. Inès s'énerve parce qu'elle entend notre musique et comme elle est accompagnée d'un cadreur et d'un journaliste, nous croyons qu'elle tourne une séquence qui se veut humoristique. C'est en gros, c'est ce qu'elle croit, Natacha Saint-Pierre, que c'est une blague en fait. C'est ça, de voir Inès arriver, débarquer. C'est ce qu'elle dit. Après, on peut quand même, faut pas non plus tout mettre sur le dos d'Inès Reg. Je pense qu'on peut quand même douter de cette version-là. C'est-à-dire que moi, je suis pas certain que Natacha Saint-Pierre soit blanc-blanc au départ. Je pense qu'elle fait une mauvaise blague, qu'elle prend peut-être mal cette histoire de musique, qu'on lui demande de baisser, etc. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Florian, tout est enregistré, tout est filmé. Tu- Donc, oui, mais- il y a un cadre un peu de fiction. Mais justement, qui se joue. Je serais justement, on n'a jamais vu les images. En off, s'il n'y avait pas de caméra, c'est dans le cadre d'une Je sais pas. un côté Je sais pas. fictionnel. Magali. Moi, je trouve que moi, j'ai entendu les deux versions, j'ai regardé comme tout le monde, etc. Et je me suis dit dans ma tête, ok, je vais pas juger l'une ou l'autre parce qu'on peut comprendre ce que Natacha Saint-Pierre raconte, mais je peux aussi comprendre ce que Inès Reg raconte. Et à mon avis, c'est aussi légitime et c'est aussi entendable qu'aujourd'hui, il y a des gens, effectivement, parce qu'elle vient d'un quartier ou parce que quoi, et ben, mais non, mais tu peux l'entendre. Non, si elle le ressent, oui, mais si elle le ressent, peut-être que aussi. Mais non, mais c'est trop C'est de la hypocrite de paranoïa. dire que Je c'est. suis désolé. Mais c'est Quand on te hypocrite. Excuse-moi. victimise tout le temps par le prisme du racisme, c'est Mais insupportable. Écoute, Elle aurait mais pu tu peux pas s'engueuler me avec dire aujourd'hui que le quelqu'un racisme d'origine n'existe marseillaise. pas. Il y en a du racisme quand même. Donc j'entends sa version, comme je peux entendre celle de Natacha Saint-Pierre. On n'était pas là. Donc malheureusement, le fin mot de l'histoire, on l'aura jamais. C'est une série qui a passionné tout le monde parce que tout le monde écoutait la version de l'une, après la version de l'autre, etc. Mais au fond, peut-être que l'une a raison, peut-être que l'autre a raison. Mais je peux pas juger l'une ou l'autre, je suis désolée. Ouais, Sacha. On n'était pas là, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il faut savoir que l'altercation a été filmée par les caméras de TF1. TF1, d'ailleurs, a caché les images pendant des semaines. Ils les ont jamais diffusées dans l'émission. Il y a beaucoup de journalistes qui étaient prêts à payer très cher pour les avoir. Et il faut savoir que la polémique était redescendue en coulisses. Et c'est l'article du Parisien avec la main courante dedans qui a lancé l'affaire, puisque c'était complètement redescendu en coulisses. Et c'est après cet article du Parisien avec la main courante qu'il y a eu cette guéguerre sur les réseaux sociaux de vidéos d'Inès Reg, Natacha Saint-Pierre et des danseurs même qui ont pris tous position pour défendre Anthony Colette. Et après, ça s'est envenimé. Et d'ailleurs, TF1 n'a quasiment jamais parlé de l'altercation pendant les primes. Non, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est une prise de position de TF1 qui a voulu Ils disent que c'est une émission. Ils disent que c'est une émission familiale et qu'ils veulent pas évoquer des conflits avec les ça, je insultes. comprends pas. Une émission familiale alors que sur les réseaux sociaux, on ne parlait que de ça. Et à la machine à café,
ça. Surtout qu'ils auraient pu faire des records d'audience s'ils en avaient parlé. Non, mais Ouais, mais bon, c'était pas le. TF1 a pris le téléspectateur pour un abruti. Excusez-moi ce terme-là, mais franchement, toute la France était au courant. Toute la France était au courant. Ça fait la une du Parisien, cette affaire. Même les personnes qui ne regardaient pas Danse avec les stars étaient au courant du clash entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Et la seule chose qu'on a eu dans Danse avec les stars, c'est une petite phrase au dégoté, au tout début d'un épisode de Danse avec les stars de Camille Combal, qui lui, c'est très certainement pour rien. Peut-être qu'il aurait pu en faire plus. Mais en tout cas, on sentait bien que la production tentait d'étouffer le truc, alors que tout le monde était au courant. Tout le monde savait. Même à un moment donné, souvenez-vous, après l'affaire qui a éclaté dans le Parisien, il y a eu ce prime et on a vu Natacha Saint-Pierre à côté d'Inès Reg applaudir côte à côte, une espèce de mise en scène grotesque. Après, Pascal, une précision sur ce qui vient d'être dit, importante, c'est que TF1 et la prod à l'époque étaient terrifiés à l'idée qu'on puisse penser qu'ils prennent parti. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont pris grand soin de ne pas évoquer l'affaire, parce qu'ils avaient peur que ça arrive. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Natacha Saint-Pierre remporte Danse avec les stars, Inès Reg va sur le plateau de Quotidien pour dire qu'elle a été défavorisée à cause de l'affaire et que même Natacha Saint-Pierre aurait tout fomenté, tout imaginé, tout fabriqué dans le but que ça fasse un espèce de buzz comme ça et que ça lui profite. Donc Inès Reg, sans même que TF1 soit malhabile dans la façon d'utiliser les choses, dénonce et critique TF1 et la prod à l'arrivée. Alors justement, Natacha Saint-Pierre, souvenez-vous, était venue sur le plateau de TPMP, elle était venue s'expliquer et donner sa version des faits. Le point de départ de cette embrouille se passe dans une salle de danse où moi je pense qu'il y a un sketch qui va se tourner quand Inès arrive avec son équipe de tournage et je vais avoir une parole malheureuse qui va la vexer. Et quand je le comprends, je vais m'excuser comme n'importe quel adulte qui comprend qui a blessé quelqu'un. C'est ce que j'enseigne à mon enfant, hein. Si on fait de la peine à quelqu'un sans le vouloir, on va s'excuser. Donc je suis allée m'excuser. Et c'est à ce moment-là que la colère d'Inès s'est révélée contre moi, contre Anthony, qui lui... C'était quoi la colère? Elle vous a menacé, Florent, vraiment, vous l'avez senti Ouais, elle était très agressive. J'avoue, quand les gens élèvent le ton, je suis jamais très à l'aise. Et là, ça a été violent. Elle dit que ça a été violent et même qu'elle craignait pour son intégrité physique, Natacha Saint-Pierre. Elle est jusque-là. Parce qu'il y aurait eu des menaces de mort. Ouais, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que... Parce que quand même, faut pas... Ok, Inès Reg est probablement la méchante dans cette affaire, mais il faut dire deux choses. Là, Natacha Saint-Pierre, elle a plusieurs fois parlé de menaces, plusieurs fois parlé d'agressivité, mais elle n'est pas précise dans ce qu'elle dit. On ne sait pas précisément ce que Inès Reg et ses amis et son entourage lui auraient dit. Donc ça, moi, ça me pose un problème. Et deuxième chose, et là, par contre, ça concerne Inès Reg, les accusations de racisme, c'est pareil. Elle parle de racisme, mais elle ne donne aucun exemple précis de petites phrases, de mots clairs qui attesteraient cette thèse. Donc je pense que les deux se sont un peu perdus dans leurs accusations respectives et que ça a donné un grand n'importe quoi. Et qu'à l'arrivée, c'est aussi pour ça que ça a tant passionné tout le monde, c'est que c'était très très chaud. Et puis elle avait aussi disparu des répétitions, vous vous souvenez, hein, Inès Reg, elle était réapparue lors d'une déclaration, on va la réécouter. C'était dans les grosses têtes, une déclaration qui avait fait beaucoup réagir. Elle a beaucoup maigri. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Danse avec les stars. Non, avant. Non, j'ai maigri avant Danse avec les stars. Oui. Non, Danse avec les stars, ça m'a rendu un petit peu salope, mais le reste... Vraiment, Danse avec les stars, juste ça, j'avais maigri avant. Voyez, on vous a évité, Valérie Trierweiler. Oui, merci de tout mon cœur, j'ai vu ça. Mais alors là, elle le prend avec le sourire. Là, c'est drôle. Pourquoi elle l'a pas pris au début? Elle le prend avec le sourire, alors que bon, Déborah, vas-y. Le problème aussi a été qu'après, quand elle était sur Mask Singer avec Chantal là-dessous, on voyait même dans cette émission qu'il y avait des petites frictions, qu'elle s'entendait pas, etc. Et en fait, on a l'impression que là où elle va, il y a des embrouilles. Donc on est là à se dire, est-ce que finalement on prendrait pas le parti de Natacha Saint-Pierre, etc. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Ouais, on devait tourner. En tout cas, faut croire que le public a tranché puisque Natacha Saint-Pierre est arrivée loin devant première avec les votes lors de la finale de Danse avec les stars. Elle a remporté, je crois qu'Inès Reg était troisième. Attendez, pas en même temps, s'il vous plaît. Ouais, fini. Alors qu'Inès Reg était favorite, c'est ça. Et elle est arrivée, je crois, en troisième place et Natacha Saint-Pierre en première position, très loin devant. Marc. Et ça lui a valu, elle devait tourner Ado mais pas top, un téléfilm. Ouais. Et du coup, ça a été reporté. Ouais, ça on verra. On va voir après. Ça, on y viendra après avec ce qui s'est passé. Et il y a une victime collatérale, Anthony Colette, le danseur qui a accompagné Natacha Saint-Pierre. Il m'a accordé une interview pour Téléstar Jeux qui sort dans quelques jours. Je veux dire, la question que je lui ai posée, comment avez-vous vécu cette polémique? Il me dit clairement, je me suis senti pris dans une tornade médiatique, je l'ai très mal vécu. Heureusement, j'étais entouré de mes proches. Et même si vous êtes entouré de personnes très bienveillantes, vous prenez quand même une déferlante dans la figure, la violence des propos de certaines personnes, les insultes sur les réseaux. Il y a même des individus
d'individus qui ont cherché mon adresse pour me faire du mal. C'était une sensation très étrange, mais petit à petit, j'ai essayé d'en faire abstraction. La seule manière de m'exprimer là-dessus, c'était de danser, montrer que nous étions là, et ça nous a plutôt bien réussi. Oui, après, il y a eu des prises de parti. Il y avait le clan Inès, il y avait le clan Natacha. Par exemple, Laurent Ruquier lui avait pris position pour Inès Reg. Regardez, écoutez. Mais j'aime trop comment tu parles de moi, vraiment. Normalement, on ne tutoie pas le Laurent. Pardon. Ah, mais si on se tutoyait. Mais parce qu'on s'est trop vu. Mais c'est beau, c'est beau. Ils ont fait Fort Boyard ensemble. Mass Singer, pas Fort Boyard. Et j'ai apprécié. C'est pour ça que je suis dans la team Inès. oui, Voilà. Parce qu'on raconte n'importe quoi sur elle et elle a été charmante pendant toutes ces semaines. Voilà. Alors, vive Inès Reg. Voilà. Merci Inès Reg. Non, mon avis, bon. Il dit vive Inès Reg, il reçoit Natacha Saint-Pierre le lendemain, il dit vive Natacha Saint-Pierre. Enfin, vous voyez, je pense que ça n'a absolument aucune valeur. Ouais. Pardon, mais pour moi, les grands gagnants de toute cette histoire, c'est quand même TF1. Parce que ils n'en ont pas profité. Non, les audiences sont pas dingues. Pour moi, c'est tout. C'était tout calculé. Pourquoi? Parce que quand vous faites le buzz, ils étaient au ralenti un peu dans sa question. Tout le monde disait que ça devenait un petit peu remplan-plan, c'était plat, etc. Tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux et tout le monde allait voir les émissions pour savoir justement s'ils allaient le dire. Donc, à mon avis, cette émission cette année, elle a fait carton. Hein, alors, attendez, Florian, les chiffres. Est-ce que cette histoire a servi? Non, même ils l'ont pas exploité. L'émission qui a suivi l'article du Parisien, donc la semaine où ça explose, était un peu en baisse par rapport à la semaine précédente. Après, par contre, la finale, mais comme souvent les finales, a fait un très très bon chiffre et le score moyen de la saison est plutôt correct, plutôt bon par rapport à leur standard, mais c'est pas une explosion, c'est pas une victoire, c'est pas un buzz qui leur a été profitable. Non, autour de 3,5 millions de téléspectateurs. La finale a un petit peu été boostée, mais c'est normal. Quand il y a un gros Barnum, un gros divertissement, la finale a toujours un petit peu plus de téléspectateurs que les autres émissions. Et là, on avait les deux protagonistes qui étaient en finale, l'une contre l'autre, face à face. Mais il faut dire que comme TF1 n'a jamais joué là-dessus, n'a jamais évoqué le scandale à l'antenne, eh bien, les téléspectateurs l'ont compris et ne sont pas revenus de semaine en semaine. Et il n'y a pas eu... ils auraient pu faire des records d'audience s'ils en avaient parlé. Ils auraient pu faire 4,5 millions, 5 millions tranquille. Ouais, peut-être Maxime, juste une question sur l'avenir d'Inès Reg avec TF1. Pardon, c'était important parce que ça, on va terminer là-dessus. Elle avait des projets avec TF1. D'abord, TF1 ne l'a, jamais empêché de parler. Donc jamais. Ça, c'est le premier point d'interrogation. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Elle a signé un contrat avec TF1 pour faire cette émission. Je me pose la question, il y avait quoi dans le devoir de réserve? Alors, deuxièmement, est-ce que le fait que, comme le disait Marc, la suite de ses activités en commun avec TF1 ait été mise en suspens, ça a un lien? Oui, il y a un lien dans tout ça. La communication de TF1 lui a échappé. Lorsque vous avez Inès Reg qui parle sur ses réseaux sociaux pendant 45 minutes en story, TF1 le découvre le matin en se réveillant. Les gens qui travaillent à la communication étaient très surpris de voir ça. Et au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus casser les pattes de cette comédienne dans la mesure où il y avait d'autres projets en parallèle. Pendant le clash avec Natacha Saint-Pierre, elle tournait des épisodes de Masked Singer. Tu ne vas pas réduire en bouillie ton nouveau visage. Non, mais tu peux lui demander de se tenir ou de se taire. Tu peux lui demander. Enfin, il y a des contrats, on signe des contrats, on n'y va pas comme ça. Ils l'ont sûrement fait, Pascal. Ils l'ont sûrement fait. Ah bon, mais ça a été efficace. Ils l'ont sûrement fait, mais pas par la voie officielle, parce que tu peux pas, à moins qu'il y ait un contrat, mais manifestement il n'y en avait pas, qui l'obligerait à se taire. Je pense qu'elle avait sa liberté, et connaissant un peu vu le personnage, je pense qu'elle aurait jamais accepté de signer quelque chose qui l'oblige à se museler. Et pour revenir sur la question que tu posais, elle était vraiment en train de devenir un pur produit TF1. C'est-à-dire qu'elle faisait... Sauf que pendant la finale, elle dit « Je ne suis pas un produit TF1 ». Mais parce qu'elle sait que c'est fini. Ça a assombri une première fois la relation. Et la deuxième relation qui était un peu assombrie, c'est son passage dans le quotidien, avec une communication désastreuse. En face, on avait Inès Reg dans TPMP qui était calme, sereine, une communication très positive. Natacha Saint-Pierre, pardon. Et Inès Reg de ce côté qui était un petit peu dans l'offensive. Ça se comprend, les plus jeunes n'ont pas le même tempérament. Juste rappeler qu'elle était dans la troupe des Enfoirés pendant 3 ans, qu'elle faisait Masked Singer, qu'elle a fait Danse avec les stars. Là, dans 2 jours, je crois qu'il y a un téléfilm qui arrive sur Prime Video. C'est grâce à des accords avec TF1. D'ailleurs, son spectacle Hors Normes, qui avait cartonné en 2020, arrive sur Prime Video grâce à des accords avec TF1. Donc, elle était vraiment un pur produit TF1. Et quand elle dit ça le soir de la finale, c'est parce qu'elle sait que c'est fini. Elle sait que TF1, ils vont être obligés de diffuser Masked Singer, mais qu'après, voilà. Et là, aujourd'hui, Natacha Saint-Pierre, elle fait quoi? Elle tourne Camping Paradis pour TF1. Donc,
Voilà. Et Natacha Saint-Pierre ça a tourne. donné les points à l'Eurovision aussi, donc elle a été quand même boostée là-dessus. N'oublions pas le slogan de TF1, partageons les ondes positives. Oui, c'est mais- tout le contraire que fait Inès Reg. Mais on avait l'impression effectivement que TF1 voulait absolument cacher cette affaire. En réalité, en haute sphère, je peux vous assurer que Rodolphe Belmer, le PDG de TF1, demandait à être tenu au courant minute par minute de ce qui se passait. C'est-à-dire que le PDG, le grand patron de TF1, voulait être informé de cette histoire. Donc ça prouve bien qu'il y avait une vraie inquiétude dans les hautes sphères. Bon, ben voilà pour le gros dossier. Ah, c'est un c'était le gros dossier de l'année. Hein. Ça, c'est ce clash Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. Merci beaucoup, Florian. On va parler de toute autre chose. On va parler de l'abandon des animaux pendant l'été, parce que ça aussi, c'est un des dossiers chauds. Ça revient tous les ans. Malheureusement, ça s'appelle un marronnier. C'est une catastrophe. Il y a beaucoup de personnes, de familles peut-être même, des familles qui abandonnent leurs animaux. Oh, regarde chien. Regarde chien. On adore. On adore. Oh, bah, comment ça va? Ça va? Très bien. C'est un. Attends. Comment ça s'appelle ces petits chiens? Ça, j'avais un copain. C'est pas un cairn, non? C'est un border terrier. Un border terrier. Comment il s'appelle? Colonel. Colonel est sur le plateau. Non, mais c'est important de parler d'abandon des animaux. C'est des milliers d'animaux qui se retrouvent dans des refuges chaque année ou qui errent dans les rues, qui sont victimes effectivement de l'irresponsabilité humaine. Les chiffres, ils sont stables ou pas d'une année sur l'autre? Alors, les chiffres, on n'en a pas tellement connaissance en fait. C'est un petit peu, pour l'instant, au doigt mouillé. Parce que pendant longtemps annoncé, on va dire, le chiffre de 100 000 abandons par an. Ouais. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus que ça. Et quand on regarde tous les animaux qui rentrent chaque année en fourrière ou dans les associations, on serait plus autour de 300 000 abandons par an, ce qui correspond à peu près à un animal toutes les 2 minutes qui serait abandonné tout au long de l'année. Non, mais ce qui est bien, pardon, c'est pas du tout bien, mais si vous vous retrouvez dans l'impossibilité d'élever votre animal pour une raison X ou Y, parfois pour des raisons de santé aussi, il faut savoir qu'on peut abandonner légalement son animal. C'est une démarche qui est très difficile, mais au moins l'animal est recueilli. On n'abandonne pas sur les routes ou sur un bas-côté. L'abandon, c'est vrai qu'il peut prendre différentes formes, et tous les abandons n'ont pas la même valeur. Un abandon parce que quelqu'un a un problème de santé, comme vous le dites, qui est hospitalisé pour une longue maladie, qui est isolé, qui n'a personne pour s'occuper de l'animal, ça n'a pas la même valeur que quelqu'un qui va venir déposer son chien en sonnant juste à l'interphone d'un refuge ou qui va l'accrocher au milieu d'une forêt. Ça se fait encore, ça? Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Ça se fait malheureusement encore. Sur les réseaux sociaux, ils ont affiché le visage d'une femme qui a laissé son chien sur la route et qui est partie. Oui. Mais comment on peut faire ça? Je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas. Quand t'as un chien, tu vas pas me dire ça. Ralph, c'est le roi du monde. Alors, jamais d'avis. Vous savez comment je suis amoureux des animaux, en particulier des chiens. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'abandons et surtout l'été, on voit que la moitié des abandons annuels ont lieu l'été parce que les gens n'anticipent pas les vacances. Ils prennent un animal parfois pour une mode ou parce qu'ils ont envie. Ils voient un chiot très mignon, ils se disent je vais l'adopter et puis finalement ils se rendent pas compte que ça peut coûter cher en alimentation, ça peut coûter cher en soins, en vétérinaire, ça peut coûter cher si on prend une mutuelle, ça peut coûter cher si on doit lui acheter des petits jouets. Bref, il y a plein de contraintes qu'on n'imagine pas forcément quand on craque sur un petit chiot, mais qu'il faut prendre en compte avant d'adopter parce que sinon après on se retrouve dans des situations comme ça où on prévoit rien et on finit par l'abandonner. Combien? Ouais, c'est vrai, en moyenne, non mais quand même, pour ceux qui nous regardent et qui auraient l'intention de prendre un animal domestique, c'est vrai que quand on voit notre copain, il n'a pas l'air très rassuré. Ah si, il est bien. Non, il est plutôt généralement très à l'aise. Je crois que c'est l'image dans le... J'aimerais bien sauter dans la... Ouais, je comprends. Mais non, il est plutôt à l'aise. J'aimerais bien y aller là. Mais combien ça coûte en moyenne d'un animal? On estime qu'un chat, ça coûterait autour de 900 € par an et un chien plutôt en fonction de la taille du chien, entre 1000 et 1500 € par an. Ce sont des moyennes. Moi, Colonel, il me coûte plus cher que ça. À partir du moment où on le met en pension de temps en temps, où on lui achète une alimentation de qualité. Ça se voit, il est beau, hein, il est fit et tout. Il a un beau poil. Et t'es pas du genre à lui filer un bout de poulet sous la table, toi? Si, tout à fait. Si, oui, parce que regarde, il est fit là. Non, Colonel. Il est très à l'aise. Hein. Il est très à l'aise. Dis donc, heureusement que c'est pas Raph qui nous fait ça, parce que Raph, il est comme ça, on verra plus personne là. J'hésitais à l'emmener aujourd'hui, mais je crois qu'il rentre plus sur le plateau. Il perd ses poils, on dirait Daniel Moreau. Hein. Tu l'as réveillé, Daniel. Tiens, regarde, réveillé l'ami des chiens. Je suis pas sûre. Là, par exemple, c'est une attitude que les gens ont souvent de venir forcément caresser le chien, forcément le prendre dans les bras. Il faut faire attention au langage corporel du chien. Il n'aime pas tous être dans les bras. Il ne vous connaît pas. Moi, si d'un seul coup, je prends comme ça. Voilà. Ah bah lui, il va être content. Alors lui, il va être super content. Lui, il va être ravi, Damien. Il en demande, lui. Il en demande. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Hélène. Qui sent aussi mon animal aussi. Ouais, peut-être. Là, dans son attitude, il
comment? Il est en confiance, il a la queue basse quand même, la colonelle. Ouais, non, mais il pourrait avoir la queue rentrée. Alors là, dans ces cas-là, il serait vraiment un petit peu apeuré. Là, il est plutôt détendu. il regarde. C'est quoi le langage des chiens, le langage corporel du chien, tu dis? Alors, par exemple, un chien qui commence à se lécher les babines comme ça, ou bien à bâiller. Un chien qui bâille, attention, ce n'est pas parce qu'il est fatigué, ça peut être qu'il est en situation d'inconfort, voire de stress. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, le léchage de babine et bâillement, c'est que le chien n'est pas forcément super à l'aise. Ça peut vouloir dire aussi d'autres choses, mais en tout cas, à prendre en compte avec la situation et puis avec le reste de son attitude corporelle. Mais ce qui est important dans ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'avoir un chien, ça s'apprend en fait. Un chien, on ne les a pas forcément clés en main comme ça, éduqués, non aboyeurs, qui ne fait pas de dégâts, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup malheureusement d'abandon parce que les gens vont prendre un chien sans connaître ce qu'est un chien, sans connaître quels sont les besoins de l'animal pour qu'il puisse être bien, pour qu'il puisse être équilibré. Et si l'animal n'est pas bien dans ses pattes, c'est dans ces cas-là où il va développer des comportements que nous, humains, on va juger indésirables, inappropriés au quotidien. Exemple, Hélène, un conseil, le chien qui aboie en permanence. Et alors surtout quand t'es pas là, parce que bon, le problème c'est qu'il n'est pas content que tu sois pas là, mais c'est les voisins qui trinquent. Alors, comment on éduque un chien à éviter d'aboyer? Alors moi, à limiter l'aboiement. Colonel est assez gueulard, par exemple. Je dois l'avouer, mais c'est une race. Colonel, ça va pas. C'est une race, les terriers, ce sont des chiens qui aboient pas mal. Mais en revanche, ils n'aboient jamais quand je ne suis pas là. Les chiens qui aboient quand leur maître n'est pas présent à la maison, c'est un signe de stress, c'est un signe d'inconfort, d'anxiété. Donc ça veut dire qu'il ne supporte pas bien la solitude. Donc ça veut dire on ne lui a pas appris à être bien quand on part. Donc il y a toute une éducation à faire. Et ça, c'est vraiment problématique parce que beaucoup de gens n'apprennent pas à leur animal à rester seul. Et ensuite, ils se retrouvent... Et comment tu fais pour apprendre à ton animal à rester seul? Alors, la solitude, déjà, elle s'apprend quand on est avec lui, quand on est à la maison avec lui. Si vous avez un chien qui vous suit partout, qui ne peut pas vous lâcher d'une semelle, qui va vous attendre derrière la porte des toilettes ou qui vous accompagne dans la douche, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il ne sait pas déjà être seul à la maison. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est lui apprendre à être seul, c'est-à-dire ne pas vous suivre tout le temps quand vous allez d'une pièce à l'autre. Il doit pouvoir rester dans son panier. Et il faut aussi inciter les activités du chien quand il s'occupe tout seul. Donc il faut lui donner des petites choses à mâcher, il faut le récompenser quand il va de lui-même dans son panier, des choses comme ça en fait. Et ne jamais répondre systématiquement à toutes ces sollicitations. Si un chien, dès qu'il vient vous voir, soit vous le caressez, soit vous lui donnez la balle pour jouer, soit vous lui donnez une petite friandise, il n'apprend pas à la frustration, il apprend à ce qu'on lui répond. C'est comme les enfants en fait. C'est ça. C'est hyper dur parce que moi, quand j'ai adopté mon chien au mois de janvier, je voulais, quand il était chaud, alors bien sûr c'est une peluche, bon pour ceux qui l'ont déjà vu vous le connaissez, on a très envie de dormir avec lui, de l'amener dans sa chambre, etc. Mais je me suis forcé à ne pas l'amener dans la chambre, ne pas dormir avec lui pour justement lui apprendre la solitude parce que c'est comme ça qu'après il peut pleurer ou aboyer lorsqu'on n'est pas là. Donc c'est très très dur au début. Quand on a un chiot, on a envie d'être avec lui, mais c'est vrai qu'il faut lui apprendre cette distance-là. En fait, c'est très important. Les premiers mois sont extrêmement importants quand on a un chiot ou même quand on a un animal qu'on va adopter dans un refuge. Les premiers mois pour pouvoir installer un cadre, une certaine rigueur sont fondamentaux. Et puis après, une fois que le chien a pris ses aises, a pris ses habitudes et connaît le cadre qu'on lui impose, on peut lâcher certaines choses. Moi, Colonel ne dormait jamais avec moi quand il était bébé. Ah, c'est bien quand il était bébé. Non, mais c'est vrai, c'est bien ça. Bon, voilà, et juste un petit mot, Hélène. Merci en tout cas d'être venue sur le plateau. Hélène Gâteau, elle fait partie de la famille, hein, évidemment, sur C8. Qu'est-ce que je voulais dire juste pour les abandons des animaux, vous dites quoi? Ce sera le mot de la fin. Il y a parfois des personnes, il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde. Oui. Le décès d'un proche, et vous récupérez l'animal, vous ne pouvez pas vous en occuper. Ça existe quand même, il n'y a pas que des monstres avec les animaux, j'espère en tout cas. Pour éviter les abandons, c'est évident qu'il faut déjà responsabiliser l'acquisition d'un animal. Il faut faire stériliser aussi les chats le maximum, puisque les portées non désirées, eh bien, ça pullule ensuite et puis ça engorge complètement les refuges. Et puis voilà, sachez que quand on prend un animal, c'est pour la vie et ça devrait être... Enfin, c'est insupportable de voir qu'on peut s'en séparer. De la famille. J'adore Colonel. Et les assos font un énorme boulot, effectivement, auprès des animaux abandonnés. Et je tiens à souligner que samedi prochain, le 29 juin, c'est la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Il y a une grande marche qui est organisée à Paris pour justement bien sensibiliser à cela. Mercredi
place de la République. Il y a une immense, il y a un dépôt d'énormes peluches aussi pour sensibiliser à l'adoption. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Il faut en tout cas sensibiliser, faire beaucoup de pédagogie. Oui, qu'est-ce que tu veux, Sacha? Une petite phrase un peu gnangnan, mais pour conclure en tout cas, l'animal, c'est nous une partie de notre vie, alors que pour lui, on est toute sa vie à l'animal. Donc c'est une phrase un peu gnangnan, mais c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut prendre soin d'eux et quand on les adopte, savoir à quoi s'en tenir. Ah ouais, c'est ça. Important. Merci beaucoup, Hélène Gâteau, d'être venue sur le plateau de TPMP, même l'été avec Colonel, qu'on a été très, très, très heureux d'accueillir. Merci. Mais aussi signaler ce livre d'Hélène qui assume ses choix. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant? Voilà, tu dis quoi dedans? Je dis à quel point le chien comble mon petit instinct maternel que je peux avoir et à quel point on peut avoir un lien d'attachement qui est très proche de celui de lien d'attachement d'une maman avec son bébé. Voilà, un chien. Voilà, c'est une histoire, c'est un parti pris. Merci beaucoup, Hélène Gâteau. On se retrouve évidemment sur C8. Nous, on va se retrouver dans quelques instants. On a des images incroyables. On va revoir ces avions en difficulté. Mais que se passe-t-il dans nos avions? Vous allez peut-être prendre l'avion cet été. On va en reparler dans un tout petit instant. Gérald Ferzer sera avec nous. À tout de suite.